Donc bonsoir et merci d'être là. Je vais me présenter succinctement. Donc moi je suis Eric Castex, donc je suis GFP, gestionnaire forestier professionnel. Sur le massif forestier, mais pas que, hein, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc j'ai fait de la sylviculture conventionnelle, je dirais, donc de la monoculture, j'ai commencé par ça, monoculture de pins maritimes. Et puis j'ai fait des rencontres avec le parc naturel, avec un botaniste, Gérard Dussert, avec l'association ProSylva, qui m'ont un petit peu ouvert les yeux sur le vivant et comment était composé un sol, et tout démarrait par là. Et je me suis dirigé vers un autre type de sylviculture que l'on nomme aujourd'hui sylviculture naturelle à couvert continu. La base de mon travail, c'est ne pas faire de coupe rase, se servir de ce que la nature fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire la régénération naturelle et sa faculté de résilience et de possibilité de croître sans nos interventions. Et le respect des écosystèmes, la biodiversité, tout ça, c'est ce qui fait marcher notre planète Terre, je dirais, quoi. Et je me suis beaucoup intéressé au sol, hein, puisque le sol pour beaucoup c'est ce que l'on voit à la strate supérieure, mais le sol c'est bien plus... tout commence en dessous, quoi. Et à partir du moment, je pense, hein, ça ne m'appartient, mais à partir du moment où on respecte le sol, ben, la nature nous le rend bien et il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc je fais une sylviculture mélangée à couvert continu, donc il y a toujours un mélange de grands arbres et de jeunes arbres, qui restent des forêts de production, hein, puisque moi je gère des forêts pour des propriétaires qui ont un capital forestier, hein, représenté par des arbres, mais qui ont une valeur. Et je les fais croître, je les agrade et je permets au propriétaire de récupérer ses dividendes sans entamer son capital. En gros. Schématiquement c'est ça, c'est un petit peu comme un compte en banque, hein, un capital forestier. Tu as X capital et ben moi je propose au propriétaire tous les 5 à 8 ans de récupérer les intérêts que son capital a rapportés sans détruire son capital. Alors c'est vrai que c'est une gestion qui demande une certaine finesse et surtout des inventaires, des calculs d'accroissement, des états sanitaires de la santé, donc des pathologies, et puis voir les plantes qui poussent dessus et comment elles peuvent s'associer pour que tout se passe très très bien, quoi. Donc produire du bois. Ici c'est une forêt, donc un bloc de 15 hectares d'un seul tenant, où on retrouve un petit peu tous les terroirs landais. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc la lande sèche, la lande mésophile, lande sèche caractérisée par la bruyère calune, le chêne tausin et le pin maritime. La lande mésophile, méso c'est milieu, donc caractérisée par la fougère aigle. Ouais, sensiblement, en majorité la fougère aigle et le pin maritime bien sûr qui pousse dessus. Quelques chênes pédonculés mais qui patinent un petit peu. Et la lande humide, elle c'est la molinie bleue, hein, les touradons de cette graminée qui est bien spécifique. La bruyère à 4 angles, bruyère tétralix, que l'on verra peut-être sur l'autre côté là-bas tout à l'heure. Et la bourdaine, bien que la bourdaine on se rende compte qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on en trouve même en lande sèche. Que fait-elle? Elle s'adapte, je pense. L'épigénétique d'une plante est beaucoup plus rapide que la nôtre. Nous on arrive quand même à se modifier génétiquement, mais un arbre en 3 ans arrive à faire des grands chamboulements. Certaines personnes ont noté en ce moment sur des sujets qu'ils ne faisaient pas. Vous connaissez l'orme et cette espèce de liège qui fait dessus, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Des petites crêtes, Ouais, des petites crêtes qui fait un peu comme du liège. En fait, il y a d'autres arbres aujourd'hui qui sont en train de le développer sur 3 ans. Hein. Donc ils vont très vite à s'adapter et pour certains, ça serait pour lutter face au réchauffement climatique, aux incendies spontanés qui risquent d'arriver. Pour les pompiers, un incendie spontané, ça n'existe pas. Pour d'autres et d'autres observations que l'on a pu faire, ça peut arriver. Pourquoi? Encore, c'est spontané, on ne sait pas, on ne peut pas trop l'expliquer, mais ça peut arriver. Et avec les chaleurs que l'on a en ce moment, de toute façon, c'est quelque chose qui est là, latent. Peut-être qu'il va se produire, qu'il ne va pas se produire, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, les plantes sont en train de développer ce type de réaction, je dirais. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, moi, dans mon type de sylviculture, hein, à couvert continu, c'est que j'ai toujours des semenciers.
Donc ces vieux arbres que je garde, je les garde aussi pour leur qualité justement de semencier et les graines qui tombent, quoi. Les graines qui tombent, elles sont vraiment adaptées à notre terroir, quoi. Il y a beaucoup plus de chances qu'elles poussent ici sur ce sol que si on les prend et qu'on les amène par exemple en Sud-Gironde, où elles patineront, où elles mettront beaucoup plus de temps à s'exprimer, quoi. Ici, ce chêne, chaque gland qui tombe fructifie déjà assez puissamment, quoi. Sachant qu'un chêne fait des fruits fertiles à partir de l'âge de 60 ans. Tout ce qu'il fait avant, il y a peu de chances que ça germe. Voilà. Et en ce moment, ils font beaucoup de glanés aussi parce que eux aussi, ils sentent qu'il faut bouger, se reproduire pour se préserver et changer un petit peu grâce aux oiseaux de station et aller un peu plus loin dans leur territoire habituel. Donc on en retrouve de plus en plus, le chêne pédonculé il est en train de monter de plus en plus sur nous. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse, en gros, pas en gros, hein, c'est la base de mon travail, et puis moi ce qui me tient c'est le vivant, quoi. Faire pousser du vivant sur du vivant, ça c'est super chouette. Du vivant sur du mort, c'est pas tellement intéressant. Mais c'est ce que l'on fait pourtant aussi bien en agriculture, et cette hérésie agricole que l'on a notée, elle est en train de se transposer à la forêt. Et c'est quand même assez grave, quoi. Cette monoculture, ouais, c'est une catastrophe, quoi. Surtout en ce moment qu'on a besoin de peuplement mélangé et de sols couverts, quoi. Un sol nu, c'est un sol mort. Et de plus en plus, même en forêt, on utilise ces principes de mise en culture. Souvent, on critique le pain maritime, on dit il n'y a que du pain maritime, etc. etc. Mais ouais, je sais pas, vous avez peut-être chacun ici un jardin, vous avez essayé de faire pousser des plantes, c'est vachement dur dans les Landes de faire pousser quelque chose. On n'a pas de sol, on est sur des podzol, hein, ça c'est du sable. Et ce sable, c'est comme si on était sur de la roche-mère, à part que la granulométrie est très très fine, quoi. Mais c'est comme si on était sur un rocher, et il n'y a pas d'humus. Mais le pain maritime arrive à pousser là-dedans. Donc il est vachement adapté, il a toujours été là. Hein. Du lac de Sanguinet, on a retiré une pirogue qui a 20 000 ans, elle est en pain maritime. Donc il a toujours été présent. Mais aujourd'hui, la grosse problématique, c'est la mise en culture de ces peuplements. Et face aux dérèglements globaux, ouais, enfin, ça n'appartient qu'à moi encore, mais ça pose un gros problème. Et puis face aux tempêtes, on dit, ouais, quand il y a des tempêtes, ces arbres ils cassent, ils tiennent pas et tout. Ouais, ben, ok, mais comment on l'a installé? C'est surtout ça, quoi. C'est l'installation qui est remise en cause. Moi j'ai pas peur, il peut y avoir des tempêtes, et puis il y en a eu depuis. D'ailleurs, il me reste très très peu d'arbres penchés, donc qui ont tenu de la tempête de 2009, mais depuis il y a eu des coups de vent, hein. Ils ne sont pas tombés, hein. Ils sont toujours en place. Donc une graine qui germe directement, la première chose qu'elle va faire, c'est développer un pivot pour se stabiliser. Et après, elle va faire des racines fines pour continuer sa stabilisation et aller chercher un peu à manger. Mais avant tout, elle fait un pivot. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les jeunes plants issus des pépinières. Puisque là, eux, ils n'ont pas besoin de se battre pour grandir, hein. On les met dans du terreau, on leur donne de l'engrais, et puis voilà, vous poussez de l'eau, et c'est très facile. Alors ça nous sert aussi, nous, quand on fait un jardin, on va chercher des plants chez le maraîcher, et c'est la même chose, hein. Mais là c'est éphémère, là on part sur la temporalité en forêt est complètement différente, quoi. On ne part pas sur une année de production, on part sur 50, 60 ans. Aujourd'hui, dans le pain maritime, c'est 35 ans. Une révolution, on appelle ça les révolutions. Une révolution de 35 ans. On voit bien aussi la politique concernant cette matière première, qui est destinée à rien du tout. En 35 ans, on ne fait pas un bois d'œuvre. On fait un bois pour faire de la palette et du papier. Ce à quoi le massif forestier landais a été destiné. Fournir l'industrie papetière et l'industrie de l'emballage et de la palette et des casses à vin, parce qu'on fait pas mal de vin quand même ici. Pas trop dans les Landes, mais un peu plus à côté.
Et voilà, quoi, donc c'est un petit peu la sous-classe du bois. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est rendre un petit peu l'aspect noble à cette matière première, donc en essayant de valoriser et surtout en ne décidant pas d'un âge d'exploitabilité, comme on le dit, quoi, comme c'est dit. Est-ce que vous êtes nombreux dans cette démarche ou est-ce que tu fais des adeptes? Des adeptes de plus en plus et aujourd'hui on est 2. C'est pas mal. Mais depuis 3 ans, il y a certains, même grosses entreprises qui n'ont jamais fait ça, qui commencent à le faire. Donc ça fait école, ouais. Ça fait école. Surtout au niveau des services de l'État qui acceptent nos plans simples de gestion maintenant. Parce que les propriétaires, à partir du moment où il a 25 hectares de forêt, est obligé, s'il veut des aides de l'État, et s'il veut être reconnu, de faire des plans simples de gestion. C'est un document qui, à N, décrit la forêt. Exactement, ces peuplements, on fait de la cartographie, des ponts, des machins, en fait, toute la forêt est décrite et ça part au service de l'État. Jusqu'à présent, le premier que j'ai passé, c'était en 2000, qu'ils l'ont accepté, c'était en 2016 je crois, donc ça passe vite, ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. Jusqu'à présent, ils refusaient nos plans simples de gestion en sylviculture irrégulière. Et depuis 6 ans, là, ça s'est un peu inversé, ils acceptent. Ouais. Donc oui, il y a de plus en plus de gens et puis de propriétaires. Mais souvent les propriétaires, pour la plupart, surtout sur le massif forestier landais, ils n'ont pas la même mise sur leur propriété. Ils font confiance aux coopératives qui sont en place. Et la coopérative, c'est l'ouverture au grand n'importe quoi. Eux, ils vendent des travaux, leurs pépinières, leurs commerciaux, leurs machins, tout. J'ai découvert récemment même un truc ça j'en parlerai en off là parce que je suis filmé, il y a Babylone qui est là, faire gaffe. Mais il se passe des choses, ils ont des pouvoirs, mais c'est fou quoi. Ce lobby là, la Alliance là, pour ne pas les citer, en fait ils ont racheté toutes les coopératives, ça on peut le dire même devant Monsieur Sony, donc du Pays Basque jusqu'au fin fond de la Bretagne, toute la partie ouest, ils ont racheté toutes les coopératives. Ça veut dire qu'il y a une monoculture nationale qui va encore s'accélérer, quoi. Puisque pour certains, les feuillus peuvent pas et vont très mal réagir au réchauffement climatique. Moi ce que je vois ici, c'est que les feuillus ils vont vachement bien. Donc non, je pense pas que ça. Mais tout ça, c'est des arguments de vente, quoi, et s'implanter sur le truc. Donc aujourd'hui, ouais, on est 2. Ouais. Donc nous, moi je gère 450 hectares, c'est pas beaucoup. Jacques il doit en avoir un petit peu plus, mais bon, lui déjà il a sa propriété, il fait 200 et puis il doit avoir je sais pas combien, mais c'est peanuts quoi. Par contre, vous qui êtes là aujourd'hui et puis d'autres qui sont pas là, mais il y a toutes ces paroles et toute cette sensibilité qui depuis 3-4 ans s'est exacerbée pour la nature et pour le vivant quoi. Et donc ça nous aide. Ouais. Ça nous aide depuis par exemple le bouquin de Wollenberg, la face cachée des arbres, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est grave, j'ai lu 2 fois le livre, j'ai fait des conférences dessus et tout, mais j'arrive pas à retenir le nom. Mais ou Le Temps des forêts, tu vois, ces films-là ont servi de vulgarisation. Et la face cachée des arbres, je crois. Ouais, donc ouais, de plus en plus. Moi là où c'est sympa, c'est que je reçois beaucoup d'écoles, quoi, des jeunes qui sont en 2e année BTS gestion forestière. Et comme mon type de sylviculture n'est pas apprise par l'éducation nationale, ils font quand même des tournées forestières, ils viennent me voir et en fait moi je leur fais un cours magistral sur une journée et les gamins ils hallucinent parce qu'ils voient un peu tous les aspects forestiers des Landes et notamment l'intelligentsia quoi, qui donne un peu les ordres. Et tout ce qu'ils voient ici, la veille on leur a dit non mais ça c'est pas possible. Et ça marche pas, ça peut pas marcher. Et ils arrivent là, ils se disent ah ouais non mais ça marche. Parce que moi tous les pins que vous voyez derrière et tout, ils ont à peine 12 ans. Hein. Et j'ai investi 3 fois moins d'argent qu'en conventionnel. Par contre il y a un peu plus de matière grise. Et prendre le temps à s'asseoir et puis réfléchir, c'est sympa.
ça c'était un petit peu pour la partie un peu technique, hein, sur le vol. Enfin, si vous avez des questions plus précises, il ne faut pas hésiter. Moi je me demande juste la différence du sol entre les Landes et le Sud-Gironde. Tu peux m'expliquer? En Sud-Gironde, c'est beaucoup argilo-limoneux. Ouais, okay. Ici, c'est les Pozzol. C'est du sable. Okay. Et les argiles. Il y a une grosse différence du coup, alors qu'on est tout proche. Ouais, alors qu'on est tout près. Ouais. Mais là, c'est pareil. Là, on peut dire qu'on est sur une lande. Là, on est entre le mésophile et le humide. Elle n'est pas tellement caractéristique. Mais si tu passes, donc là, on a un type de lande, tu passes le fossé, hop, là-bas, c'est plus du tout la même. Tu vois, le sol, c'est une veine de terre. C'est la technologie des plaques, elle a tout mélangé. Hein. Et donc, à 1 mètre près, tu n'as plus le même sol. C'est pour ça qu'ici, par exemple, il peut y avoir la pâquerette qui pousse, et que là, elle va pas pousser. Donc, c'est pas le même sol. Et le sol qu'elle a, il ne correspond pas. Donc, tu peux jeter des graines, elle n'aura pas sa dormance. Et semer des graines, ça n'a jamais fait pousser des plantes. Hein. Jamais. Comment ça se ressemble? C'est le sol qui décide. Donc, la graine, si elle tombe sur le sol qui l'intéresse, ok, elle germe. Si le sol ne l'intéresse pas, elle attend. C'est ce qui est fort aussi par rapport aux graines, c'est qu'elles ont un temps de latence, elles peuvent attendre des années. Hein. Moi j'ai fait pousser des baobabs, je les avais ramenés, ça fait 25 ans que j'avais des graines. Et il y a 2 ans, j'en ai mis 6 et j'en ai 3 qui sont sortis. Et je ne les avais pas forcément bien. Voilà, je les avais enrobés dans une poche et puis je les avais oubliés. Je les ai redécouvertes et je les ai plantées, ça a poussé. Donc la levée de dormance d'une graine, c'est le sol, quoi. Et le sol, il est complètement différent. Et nous, c'est lié. Notre sol landais, il est très jeune en fait. Il est entre 20 000 et 40 000 ans. Donc c'est assez jeune. C'est surtout le sable éolien de la dune là, qui venait et qui a recouvert tout ça. C'est pour ça qu'a été faite cette forêt de protection sur la dune, entre la Teste et presque Biarritz, quoi. Enfin, sous lac. Sous lac jusqu'à Biarritz. Pour arrêter ces vents éoliens, ces entrées d'eau. Sous la ligne du Pilat, il y a une église, il y a des piscines, il y a des villas, il y a plein de choses. Hein. Et ça va très très vite. Hein. Les campings qui sont au bord, là, bientôt il va falloir qu'ils passent de l'autre côté de la route. Hein. Parce que tous les ans ils perdent des emplacements. Ah ouais. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a fait aussi cette forêt de protection à la fois pour gérer l'eau qui est rentrée, mais aussi pour arrêter ces sables éoliens qui ravageaient tout. Voilà. Et par rapport à la suite, à l'avenir, ta vision à toi, c'est quoi? Parce que du coup... L'avenir? Ouais, l'avenir par rapport aux arbres, tout ce qu'on est en train de ne pas mettre en place et qu'on pourrait faire aujourd'hui. Moi, l'avenir, en tout cas, la forêt, elle va pas si mal. D'accord. Depuis 3 ans, il y a des accroissements extraordinaires. Okay. Mais c'est normal, son moteur, c'est le soleil. Donc elle, c'est grâce au soleil qu'elle fabrique des sucres et qu'elle croît. Donc elle va pas si mal que ça. Pour peu que ce soit une forêt mélangée, c'est encore mieux, ouais, parce que l'apport par l'évapotranspiration des feuillus crée une certaine humidité qui fait qu'il y a tout le temps de l'eau. Un arbre tous les jours fabrique de l'eau. 1 mètre cube de bois d'arbre fabrique, je crois, c'est 108 grammes d'eau neuve. Jamais de l'eau nouvelle. Okay. Ouais. Les sources sont créées par la forêt. Là, ici, tu mets sous cloche pendant 200 ans, même moins, hein, mais au moins 200, 300 ans, il y a des sources partout qui jaillissent. D'accord. Ouais. Mais tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup des forêts mélangées, donc toutes les autres forêts qui sont organisées, pas alignées, etc., elles vont finir comment? Il y a quand même quelques signes qui montrent qu'elles ne sont pas si en bon état que ça, quoi. Bah ouais. Mais les apprentis sorciers bossent pour faire des graines qui soient plus adaptées au réchauffement climatique. Ah oui, pardon, oui, du coup je suis rassurée. Ils sont là, quoi. Ils sont là, il faut penser quand même, quoi. C'est leur boulot. Hein. Ouais. Ici, on est aujourd'hui à VF4, donc ils disent pas clone, hein, ils disent hybridation. Okay. On est à la 4e hybridation du plat maritime. Certains sont très contents de ça. Hein. Ouais, j'imagine. On peut dire OGM, mais eux non. C'est hybridation, quoi.
Et aujourd'hui, c'est le pain maritime corse et notre pain maritime blandé. Le mélange. Pour faire un test par rapport au réchauffement climatique. Parce que le corse serait sûrement plus adapté aux grosses chaleurs. Peut-être, mais c'est surtout aussi une question, on y travaille en même temps sur la rectitude, la conicité, pour essayer d'exploiter un maximum de produits liés aux palettes, dans l'arbre. Parce que s'il est vraiment comme ça, il y a beaucoup de pertes. Mais par contre, si on arrive à le faire beaucoup moins conique, c'est mieux. Ça va très loin. Mais c'est de la recherche et développement. C'est une industrie de pointe si tu vas par là. Quand même. L'agriculture de pointe. Mais la nature, elle sait le faire toute seule, quoi. Elle y arrive très très bien. Donc il n'y a pas de... Donc moi, il y a une personne qui m'a envoyé un texto comme ça pour me dire qu'est-ce que tu en penses du réchauffement, du manque hydrique, tout ça, comment va la forêt? Mais moi je lui ai répondu que pour moi la forêt elle était très très bien, quoi. Mais par contre nous on est mal. Ouais, c'est ça. C'est l'homme qui devient fou. Ben ouais. Mais voilà donc. En tout cas, ce que je trouve très chouette, c'est que des petits îlots de biodiversité, même chez toi, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, et ben, dans ton chez toi et dans tes 200 mètres carrés, tu recrées réellement un autre climat, une autre ambiance, et tu t'y sens bien, quoi. Et arriver à ça, laissons tomber les tuyas et autres lauriers palmes, mais plantons des chênes, plantons des châtaigniers, et tu peux aussi les faire enrayer, tu peux les faire comme tu veux, quoi. Les ronciers, on se bat contre les ronciers. Le roncier, c'est la base de la forêt, c'est la base de la vie. Sans roncier, il ne peut pas y avoir de niche pour les oiseaux, de niche pour les petits carnassiers. Puis les murs, c'est vachement bon. Et aussi des jeunes pousses qui germent au milieu de ces ronces et qui sont protégées de la dent du gibier et qui peuvent s'exprimer. Autrement, elles ne pourraient pas. Ça fait partie, ça fait partie de l'écosystème. Non, mais faut pas lui jeter en fait. Je n'y pas.